Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire qui est consacré aux élus Natura 2000. Je suis Aurélie Philippot et j'anime la mission Interréseau Natura 2000 et Territoires. Alors juste avant de démarrer le webinaire, je précise juste quelques points pratiques. Tout d'abord, pensez à bien couper vos micros, s'il vous plaît. On attend beaucoup de monde pour cette matinée, donc vous pourrez poser vos questions uniquement dans le chat et on prendra le temps d'y répondre tout au long du webinaire, ainsi qu'à chaque fin de grande séquence où ma collègue Mélanie Dacuna en partagera quelques-unes à l'oral. Et du coup, je laisse sans plus attendre la parole à Jean-Louis Blaise, qui est l'élu porte-parole de la mission Interréseau, pour quelques mots d'accueil. Merci Aurélie. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce webinaire consacré aux élus Natura 2000 et merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui. Je sais que les agendas des uns et des autres sont toujours très chargés. Alors que vous soyez président d'un COPIL depuis plusieurs années, voire membre d'un COPIL actuellement, ou que vous soyez nouvel élu et que vous découvriez tout juste Natura 2000, ce webinaire a été conçu pour vous. Accompagné dans votre prise de fonction, évidemment, nous sommes ravis d'accueillir ceux qui vous accompagnent dans les territoires aussi. Les structures animatrices, les techniciens Natura 2000, les chargés de mission et élus régionaux. Ceux d'entre vous qui nous suivent depuis quelque temps savent l'importance que nous portons au binôme élus-techniciens. Avant de commencer, je dois vous dire quelques mots sur la mission Interréseau et Territoire qui organise ce webinaire. Cette mission est le fruit d'un partenariat national réunissant la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, la Fédération des conservatoires d'espaces naturels, Réserve naturelle de France et le réseau des grands sites de France. Cette mission est financée par le ministère chargé de l'écologie et aussi par le programme LIFE Biodiff France. Nous sommes organisés autour d'un comité de direction qui réunit les membres des structures que je viens de citer et d'un COPIL qui, en plus des membres cités, permet au ministère et à la région de France de participer à nos travaux. Notre rôle, c'est d'accompagner les élus qui font vivre Natura 2000 au quotidien. Vous tous, pour une bonne partie. Je ne l'ai pas dit, mais nous sommes plus de 600 inscrits et dans ces 600, il y a plus de 400 élus, ce qui est quand même important pour nous. Notre objectif, il est simple, créer du lien entre élus, partager les bonnes pratiques et mettre à votre disposition les ressources concrètes pour vous aider dans vos missions. Le webinaire d'aujourd'hui en fait partie, la lettre aux élus, des fiches pratiques, les belles histoires, le guide des élus, les rencontres régionales et nationales, le congrès par exemple, et le webinaire de ce jour poursuit évidemment cette ambition. Nous savons que lorsqu'on accepte une responsabilité au sein d'un COPIL, beaucoup de questions se posent. Quel est mon rôle? Comment fonctionne un site Natura 2000? Avec qui vais-je travailler? Comment faire de Natura 2000 un véritable projet de territoire? Nous allons essayer d'apporter des réponses concrètes à ces questions. Le message principal que nous souhaitons vous transmettre aujourd'hui est le suivant. Vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste de la biodiversité pour être un bon élu Natura 2000. Votre rôle est avant tout de connaître votre territoire, de rassembler les acteurs locaux, de faire vivre le dialogue et de porter politiquement un projet collectif de territoire. Vous n'êtes pas seul, les structures animatrices, les régions, le ministère, l'Office français de la biodiversité, avec qui nous sommes complémentaires, puisque l'OFB met à disposition des techniciens ou autres centres de ressources, et notre mission, elle est vraiment vers les élus. Et donc, nous sommes là pour vous accompagner. C'est ce qu'on va commencer par faire aujourd'hui, et je laisse la parole à Aurélie pour nous présenter l'ordre du jour. Je fais court, parce qu'il y a beaucoup à dire ce matin. Aurélie, quand tu veux. Tu n'as pas de micro.
Merci. Euh, alors, je poursuis. Alors, ce matin, on est ensemble jusqu'à environ midi. Alors, dans un premier temps, on aura Jérémy Lauré, qui est du ministère en charge de l'écologie, qui va nous expliquer comment Natura 2000 est devenu un grand réseau européen de préservation de la biodiversité. On aura ensuite le plaisir d'accueillir Nathalie Lamande, qui est responsable du service Natura 2000 à la région Occitanie et qui va nous expliquer qui fait quoi sur un site Natura 2000, comment s'organise la gouvernance et puis comment aussi les actions elles se traduisent de manière concrète sur le terrain. Je vous partagerai ensuite quelques repères très concrets pour bien démarrer votre mandat, comprendre votre rôle et aussi partager les ressources qui pourront vous accompagner tout au long de votre engagement. Et comme rien ne remplace le témoignage de celles et de ceux qui vivent Natura 2000 au quotidien, nous donnerons la parole à Stéphane Roudier, qui est président de COPIL d'un site Natura 2000 en Dordogne, à Béatrice Latouche, qui est conseillère régionale à la région Pays de la Loire, et à Jean-Luc, pour qu'ils puissent nous partager leur expérience. Et je vais tout de suite laisser la parole à Jérémy Lauré du ministère. Jérémy, je ne te vois pas. Est-ce que tu es bien là? Euh, je ne le vois pas. Mélanie, est-ce que tu peux me dire si Jérémy est bien Vous connecté, s'il te m'entendez? plaît? Oui, oui. Jérémy, Oui, oui, je t'entends. Ah, super. Et est-ce que vous me voyez du coup? J'ai l'impression Non, que moi je personne te ne vois me voit pas. ni vous. Ah, ça y est. Ok, super. Euh, Est-ce que tu peux juste mettre ton écran un tout petit peu plus fort si c'est possible? oui, est-ce que c'est mieux comme ça? Ça change pas beaucoup pour moi. Il va falloir que tu parles un peu plus fort aussi. Est-ce que c'est mieux si je parle comme ça? Oui, Ok, très bien. très bien. Du coup, je vais passer les diapositives pour toi, donc tu me diras à quel moment Ok, c'est je bon, bah, clique. on peut C'est démarrer du parti. coup, Aurélie. Très bien, merci Jérémy. Euh, Bonjour à tous. Donc, je suis Jérémy Leray, je suis chargé de mission Natura 2000 au ministère de la Transition écologique. Effectivement, je vais aussi peut-être juste profiter de cette introduction pour remercier la mission Interréseau pour l'organisation de ce webinaire et puis d'avoir permis au ministère d'y être présent aujourd'hui. C'est important pour nous d'avoir l'ensemble de la communauté Natura 2000 autour de la table et de vous remercier effectivement tous, c'est-à-dire structures porteuses, structures animatrices, conseils régionaux, services de l'État et puis bien sûr les élus, d'être dans ce réseau Natura 2000 qui est effectivement pour l'État toujours une politique très importante et qui est au cœur des actions de nombreuses politiques portées par le ministère de l'écologie. Donc, comme l'a précisé Aurélie, nous, côté ministère, on va vous faire je dois réaugmenter mon son, semble-t-il. Oui, apparemment c'est pas assez fort. Donc, je vais continuer et je vais essayer de parler plus fort encore. Effectivement, donc nous, côté ministère, on va vous faire une petite synthèse historique de ce qu'est Natura 2000 et puis surtout le modèle qui a été choisi en France pour décliner cette politique. Donc, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que, mais je pense que vous le savez pour la plupart d'entre vous autour de la table, c'est que Natura 2000, c'est un dispositif européen donc qui est fondé sur deux textes. Le premier, c'est la directive Habitat Faune-Flore, donc qui a été prise en 1992, et la seconde, c'est la directive Oiseaux, donc qui a été prise en 1979, mais qui a été aussi mise à jour en 2009. De façon très synthétique, il permet de protéger les espaces naturels terrestres et marins dans toute l'Union européenne, et ça peut concerner soit des habitats, soit des espèces. Et donc, on vous a mis des exemples au titre, enfin, sur le diaporama. Donc, vous avez la Cératule, la feuille de chanvre d'eau, donc qui est le dernier site Natura 2000 qu'on a classé en France, qui se trouve dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis, vous avez à droite le Dicnum criard, qui est un oiseau des milieux agricoles. C'était juste pour vous illustrer un peu le type d'espèces et d'habitats qu'on peut trouver dans nos sites Natura 2000.
de façon très macro, parce que pour vous dire que vous n'êtes pas seul dans ce réseau, je voulais juste vous rappeler que le dispositif Natura 2000, c'est quand même le plus vaste réseau d'aires protégées dans le monde. Donc ça, c'est quand même une information capitale, et ça représente presque 27 000 sites dans l'ensemble de l'Union européenne, ce qui couvre 18% de la surface terrestre et 8,9% de la surface marine. Et grâce à ce dispositif Natura 2000 en Europe, donc là vous avez une petite carte, elle est petite, mais on pourra la renvoyer en grand pour l'ensemble des participants. Ça permet d'assurer la protection de plus de 1500 espèces animales, 966 espèces végétales et 717 types d'oiseaux. Donc autant vous dire que la couverture de cette aire protégée, elle est quand même très large, tant au niveau géographique qu'au niveau des espèces, qu'elles soient végétales ou animales, qu'on peut protéger. On peut passer à la suivante, Aurélie, merci. Pour le réseau national, ce qui nous occupe aujourd'hui, donc la France, elle occupe la 5e place européenne en termes de sites Natura 2000 désignés. Donc on se situe en termes de grandeur derrière la Suède, l'Italie, la Finlande et l'Espagne. Et donc en France, on a 1750 sites Natura 2000, dont 1501 qui sont entièrement terrestres et 220 qui possèdent une partie marine, soit en partie, soit qui sont 100% marins, ce qui représente une surface terrestre quand même protégée au titre de Natura 2000 de l'ordre de 13% pour le volet terrestre et de 35% pour le volet marin. Effectivement, comme vous le voyez sur la petite carte qui est en bas, les sites marins sont beaucoup plus étendus que les sites terrestres. Là aussi, pour vous donner une idée un peu de la richesse et de la diversité des milieux qui sont protégés en France, alors on retrouve beaucoup de milieux différents protégés, mais c'est aussi parce que la France dispose d'une richesse naturelle très importante. Donc globalement, les sites Natura 2000, ce sont majoritairement des espaces agricoles et forestiers, donc 40% de forêts protégées, 20% de zones agricoles cultivées. On a aussi beaucoup de prairies et de landes, et il y a effectivement un impact majeur sur la protection des milieux prairiaux dans Natura 2000. On retrouve à une échelle moindre des habitats rocheux, des cours d'eau qui peuvent aussi être classés. Et puis on a quand même une petite particularité en France, on a aussi des sites Natura 2000 en zone urbaine. Et donc on est le seul État membre à avoir un site en zone urbaine. Et en France, il se situe dans le département de la Seine-Saint-Denis, donc en Île-de-France. Il y a plusieurs îlots Natura 2000 qui composent un site au complet. Peut-être rappeler aussi le modèle qui a été choisi par l'État français, qui est un modèle un peu différent de ce qu'on peut trouver dans les autres États membres. C'est qu'effectivement, l'État a choisi de placer les élus et les collectivités locales au cœur du dispositif Natura 2000. Donc effectivement, il assigne par ce fait dans le Code de l'environnement des missions à ces deux entités, donc assurer les missions de structure porteuse des sites Natura 2000 et puis de participer ou de présider, comme l'a indiqué Jean-Luc, les comités de pilotage des sites. Et ce rôle, il a été conforté effectivement dans le cadre de la décentralisation, puisque l'État, enfin le gouvernement français, a confié aux régions la gestion des sites terrestres. Et donc, en le confiant aux régions, on a renforcé encore une fois le volet lié aux élus. Pour rappeler rapidement, Natura 2000 reste une compétence partagée, mais Nathalie y reviendra, puisqu'effectivement, l'État français demeure compétent pour désigner ou étendre les sites. Il s'occupe aussi du dispositif d'évaluation des incidences qui permet de mesurer les impacts de certains projets dans les sites Natura 2000. Et puis, l'État est garant aussi des relations avec la Commission européenne pour assurer une unité au niveau national. Et donc, comme Jean-Luc l'a dit, il y a eu aussi un fort engagement de la part du ministère dès 2019 avec la création de la mission Interréseau qui est soutenue financièrement par le ministère pour pouvoir accompagner l'ensemble des élus au quotidien. Et d'ailleurs, je remercie à ce titre le travail fait par la mission Interréseau, et en particulier celui d'Aurélie, qui anime cette mission d'une main de maître. Merci beaucoup, Jérémy. Est-ce que Mélanie, tu as pu voir des questions en lien avec la présentation? J'ai l'impression qu'en tout cas, les problèmes de son ont été résolus. Je me permets, Mélanie, parce que j'en ai vu une là juste sous mes yeux. C'est Luc Méry qui nous partage sa question. Alors, ce n'est pas vraiment un statut de protection, mais un statut de conservation. Point d'interrogation. Bah, pas vraiment, parce que, enfin, disons que les sites Natura 2000, ils ont les deux volets. Effectivement, il y a le maintien des habitats et des espèces
l'état, et il y a aussi des objectifs au titre des directives européennes pour améliorer l'état de conservation de ces espèces et de ces habitats. Donc effectivement, on a un peu les deux volets pour Natura 2000. Et effectivement, mais je pense que Nathalie y reviendra, c'est aussi des aires protégées pour lesquelles il y a des dispositifs financiers d'accompagnement justement pour atteindre ces objectifs. Merci Jérémy. Mélanie, je ne sais pas si tu as vu d'autres questions en lien avec la présentation. Moi, j'en vois pas forcément. Il y en a Juste, d'autres qui oui, viennent vas-y. d'apparaître. Comment le dispositif fonctionne dans les autres pays? Est-ce que c'est de la même façon? Alors, Pas forcément. non, effectivement, le modèle Natura 2000 en France, il est un peu unique en Europe, puisqu'effectivement, comme je l'ai précisé, on est sur un volet plutôt de conciliation des usages, c'est-à-dire de protection de la biodiversité et de maintien des activités humaines. Et dans beaucoup d'autres États membres, on est plus sur un volet réglementaire qui s'apparenterait à quelque chose comme de la protection forte ou stricte de ces espaces protégés. C'est aussi lié au fait que en France, on a plusieurs types d'aires protégées et qu'il y a beaucoup d'États membres, notamment pour les entrants de l'année donc des pays de l'Est, je me souviens plus de la date, mais de 2004, pardon, il y a que Natura 2000 comme aire protégée. Donc effectivement, ils n'ont pas du tout la même approche que ce que nous, on peut avoir en France, où on a plusieurs types d'aires protégées qui existent. Tu peux. Alors, comment le choix se fait pour passer un site en zone Natura 2000? Alors ça, effectivement, et donc ça, c'est des missions qui relèvent des services déconcentrés de l'État, donc des travaux qui sont menés conjointement par les directions départementales des territoires et les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, donc les DREAL et les DDT, sur la base effectivement d'études scientifiques qui prouvent la présence de certaines espèces ou habitats d'intérêt communautaire, donc qui ont une valeur au niveau européen et qu'il convient de protéger. Le dernier exemple en date qu'on ait, donc c'est ce que j'ai évoqué, c'était la cératule à feuilles de chanvre d'eau qui ne se trouve que dans les Alpes-Maritimes. Et donc effectivement, des études ont été réalisées. On a identifié que la cératule était uniquement au niveau national présente dans ce département. Donc effectivement, ça a entraîné la création d'un site Natura 2000. En fait, il y a beaucoup d'espèces et d'habitats qui ne se retrouvent que dans une zone en France et qui du coup sont protégés à ce titre. Mais c'est effectivement, la première valeur, c'est quand même une valeur scientifique, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut qu'il y ait ces espèces et ces habitats qui soient présents et que ce soit prouvé scientifiquement. Je te propose de prendre une dernière question et puis après, tu pourras balayer dans le chat et répondre dedans. On va prendre la dernière question qui est apparue. Peut-on continuer à étendre des zones Natura 2000? Alors, effectivement, donc l'extension du réseau Natura 2000 est toujours possible. C'est un des objectifs qui a été inscrit dans la stratégie nationale des aires protégées. Ce qui est fait sur ce volet-là, c'est que maintenant, c'est fait en concertation très étroite entre les services de l'État au niveau local et les conseils régionaux, qui sont autorités administratives des sites terrestres pour ce volet-là. Effectivement, c'est toujours possible, mais il y a quand même la question des moyens financiers qui est importante, puisqu'effectivement, étendre un site, ça peut coûter assez cher, donc il y a une justification à trouver entre les coûts, l'efficacité et la pertinence de l'extension. Et par contre, la réponse qui est, est-ce qu'on peut supprimer un site Natura 2000? La réponse est non, puisque pour être tout à fait transparent avec l'ensemble des participants aujourd'hui, la Commission européenne est très vigilante, parce que c'est elle qui valide les sites, à ce que les retraites partielles des sites soient très encadrées. Et donc effectivement, la suppression d'un site Natura 2000 n'est pas à l'ordre du jour, en tout cas au niveau français. Merci Jérémy. Je vous propose de poursuivre les interventions avec Nathalie Lamande de la région Occitanie pour qu'elle puisse nous expliquer comment ça se passe au niveau local. Nathalie, je te laisse la parole. Hop. Bonjour à toutes et à tous. Vous aurez bien compris, d'après l'intervention de Jérémy, qu'il n'y a pas d'obligation de résultat, mais il y a une obligation de résultat, mais pas forcément de moyens. Et l'objectif, c'est vraiment de concilier la préservation des milieux avec les activités humaines. Par contre, c'est chaque État membre qui choisit la façon dont il va atteindre les objectifs qui sont fixés dans les deux directives. Ça rejoint un peu les questions qui ont été posées, comment ça se passe dans les autres pays. Donc, chaque pays choisit en fait son mode de gestion des sites Natura 2000, mais par contre, il y a une obligation de résultat. Donc, la France, elle a opté pour une démarche concertée et plutôt basée sur du contractuel. Donc, avec la mise en place d'un comité de pilotage et qui va accompagner des travaux sur la réalisation des plans de gestion qui
s'appellent des documents d'objectifs, avec un portage par les collectivités qui est encouragé. Donc, c'est vraiment les collectivités au cœur du dispositif. Et comme disait Jérémy, donc l'autorité administrative jusqu'en 2022, c'était l'État, donc les services de l'État qui accompagnaient l'ensemble de la gestion des sites Natura 2000. Et ce sont les régions maintenant depuis début 2023 pour les sites exclusivement terrestres. Donc, vous aurez compris, on a une autorité de gestion partagée, donc les régions pour les sites exclusivement terrestres et les services de l'État pour les sites qui sont mixtes ou les sites marins. On va passer à celle d'après. Donc voilà, au cœur du dispositif, c'est le comité de pilotage. Alors, qu'est-ce que c'est le comité de pilotage? Mais c'est l'endroit où vont se découvrir un certain nombre d'acteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de se côtoyer, de discuter, d'échanger. Et c'est vraiment l'organe décisionnel d'accompagnement et de discussion sur les choix, des choix qui sont à faire sur le territoire, sur le site Natura 2000. Donc voilà, donc, des fois ça peut être animé, des fois c'est constructif, mais des fois ça peut être un peu plus houleux. Mais voilà, c'est vraiment un endroit d'échange avec, entre des acteurs locaux. Tu peux passer à celle d'après. Donc en fait, il y a quand même quelque chose d'officiel autour de ce comité de pilotage. Donc il y a un arrêté, soit qui est pris par le président de région, soit par le préfet de département, qui va composer, en fait, qui va définir la composition de ce comité de pilotage. Donc forcément, il y a l'ensemble des collectivités qui sont concernées par le site, qui font partie de ce COPI. Il y a des établissements publics et des chambres consulaires qui sont également membres, et tous les acteurs socioprofessionnels, les usagers, les associations de protection de la nature et les services de l'État. Donc, c'est vraiment un ensemble d'acteurs qui agissent sur ce territoire-là, soit parce qu'ils sont gestionnaires, soit parce qu'ils participent à la gestion ou à l'entretien de ces différents espaces. L'objectif, c'est que ce comité de pilotage se réunit au moins une fois par an. Donc, on fait le point, on fait le bilan des actions qui ont été menées, on discute sur qu'est-ce qui va se passer l'année d'après ou quelles vont être les stratégies pour les années suivantes, qu'est-ce qu'on a envie de faire sur ces territoires-là, quels sont les acteurs qui peuvent intervenir, qui peut gérer, qui peut mettre en place des actions. Donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'on va discuter. Et c'est aussi au sein de ce comité de pilotage que la désignation du président de COPIL a lieu. Donc, ce sont des élus qui sont membres du COPIL qui vont désigner le président de comité de pilotage pour 3 ans. Donc, vous aurez compris, c'est vraiment l'organe décisionnel qui est vraiment garant de la concertation locale, puisque les gens sont là en tant que représentants, soit d'autres services, soit d'autres acteurs, donc ils sont censés de relayer aussi les messages et les actions qui ont été menées sur le site. Donc, c'est un vrai relais auprès des acteurs. Et c'est ce COPI-là qui pilote aussi l'élaboration et la mise en œuvre des actions qui sont mises en place sur ce site Natura 2000. Donc, on verra après comment ça se passe au niveau du document d'objectif. Donc, celle d'après, s'il te plaît. Donc, ce document d'objectif, il a ce nom-là, mais on aurait pu le nommer aussi un plan de gestion, comme ça existe pour d'autres espaces protégés, comme par exemple pour les réserves. Bon, on l'appelle document d'objectif parce qu'il définit en fait les objectifs de conservation sur le site et les actions qui doivent être menées pour atteindre les objectifs qui sont fixés à la fois au niveau européen, mais qui vont se traduire concrètement sur les objectifs sur ce site même au niveau de chaque territoire. Donc, ce plan de gestion, forcément, on va d'abord dresser un état des lieux écologiques, on va recenser l'ensemble des habitats et les espèces d'intérêt communautaire qui sont sur ce site-là. On définit avec les acteurs locaux les différents enjeux et les objectifs à atteindre pour les conserver. Et on propose tout un ensemble de mesures pour réaliser, atteindre les objectifs. Donc, on va aussi les prioriser, on va les planifier dans le temps et dans l'espace. Et on va essayer de fixer aussi ou de donner des indicateurs pour suivre leur mise en œuvre et les évaluer au bout de quelques années. Donc, c'est vraiment au cours d'une démarche concertée, donc très ouverte. Donc, normalement, il y a, en plus du COPIL, il y a des groupes de travail qui peuvent se mettre en place. Donc, par exemple, un groupe de travail composé d'agriculteurs, par exemple, qui gèrent un certain nombre d'habitats sur ce site-là. Et ça peut être aussi des groupes de travail sur les manifestations sportives, sur la forêt, sur l'eau. Donc, voilà. En fonction des enjeux du site, on peut avoir différents groupes de travail. Donc, forcément, ce n'est pas tout seul qu'on le fait. On a des appuis à la fois d'experts, donc de scientifiques, parce que rien pour recenser des habitats des espèces, il faut souvent
avoir recours à des experts. Donc, c'est souvent soit des associations, soit des bureaux d'études qui accompagnent ou qui réalisent une partie des inventaires et des diagnostics. C'est le document d'objectif, une fois qu'il est validé par le comité de pilotage, il est approuvé par la région ou par le préfet. D'après. Alors, juste, donc, on répondra peut-être à des questions après sur si vous avez des questions sur le DOCOP, mais voilà, c'est les rôles de chacun. Vous aurez compris par rapport au partage de compétences, donc l'autorité de gestion, donc c'est elle qui suit, qui pilote en fait la mise en œuvre des objectifs du site. Donc, elle va vraiment conduire le pilotage des actions qui sont menées dans un site. Donc, c'est elle qui va aussi procéder à la désignation des collectivités porteuses et des présidents de COPIL lors des premiers COPIL, où on va mettre en place la structure qui va porter le site ou le président. C'est aussi l'autorité de gestion qui va suivre l'ensemble des démarches de mise en œuvre, d'évaluation et de révision de ces documents d'objectifs, parce qu'au bout de quelques années, il faut évaluer les actions qui ont été mises en place et, si besoin, on peut aussi les réviser parce que les habitats, les espèces ont pu évoluer. Il y a des nouveaux enjeux, par exemple l'enjeu changement climatique qui n'a pas été intégré il y a 20 ans dans les plus anciens documents d'objectifs. Donc maintenant, avec le changement climatique, les enjeux ont changé, donc il va falloir qu'on retravaille un certain nombre d'objectifs et d'actions. Donc ça peut amener à une révision de ces documents d'objectifs. C'est aussi l'autorité de gestion qui pilote les dialogues de gestion budgétaire, parce que forcément, animer un site Natura 2000, ça coûte de l'argent. Mettre en œuvre des actions sur un site Natura 2000, ça demande de l'argent. Donc voilà, donc l'autorité de gestion, elle fait ce dialogue de gestion avec les structures porteuses et elle assure aussi le financement de ces programmes et des actions. Pour les sites où il n'y a pas de portage par les collectivités, pardon, je reviens juste dessous, il n'y a pas de portage par les collectivités, c'est l'autorité de gestion qui est par défaut en fait la structure qui porte le site Natura 2000. Donc forcément, ni les régions ni les services de l'État il y a des exceptions, ont la possibilité d'animer directement les sites. Donc forcément, on va s'appuyer sur un marché public pour désigner ou trouver des structures qui peuvent mettre en place des actions. Donc voilà, l'autorité de gestion accompagne techniquement, administrativement et réglementairement les collectivités qui portent les sites Natura 2000. C'est d'après. Alors, on dit structure porteuse, mais en fait, souvent, on mélange structure porteuse et la structure animatrice. Des fois, ce sont les mêmes. Alors, la structure porteuse, c'est vraiment la collectivité qui a été désignée au sein du comité de pilotage comme la structure qui porte soit l'élaboration, soit la mise en œuvre ou la révision des documents d'objectifs. Donc, c'est vraiment la porte d'entrée à la fois administrativement, parce que c'est elle qui va demander les demandes de subvention, c'est elle qui va normalement encadrer aussi la structure qui va être plus sur le terrain, qu'on appellera structure après. Donc, c'est vraiment la structure, la porte d'entrée et qui assure soit les différentes missions en régie ou sinon elle les externalise. Donc, voilà, donc souvent, on peut avoir des structures porteuses qui animent en même temps parce qu'ils ont du personnel en interne qui met en œuvre des actions. Donc, la structure animatrice, c'est vraiment, elle est au cœur de ce dispositif parce qu'elle est vraiment chargée de faire vivre le document d'objectifs et aussi le comité de pilotage. Donc, c'est vraiment elle qui organise ce comité de pilotage, qui doit aussi faire le relais auprès des acteurs, qui doit aussi expliquer, présenter, sensibiliser à un ensemble des acteurs sur le territoire. C'est aussi la structure, donc l'animateur qui doit essayer de mettre en place ou de provoquer la mise en place d'actions de gestion, donc à travers des contrats Natura 2000, la charte Natura 2000 ou des mesures agro-environnementales, puisque c'est au sein des sites Natura 2000 qu'on peut recourir en fait à ces outils-là. C'est des outils contractuels, sans obligation. Donc on travaille avec les agriculteurs, avec les forestiers, avec les propriétaires privés. On leur propose des actions et ça fait l'objet de financement en fonction des actions qui vont être mises en place. C'est aussi la structure qui met en œuvre des actions d'information, de communication, de sensibilisation. Il y a beaucoup de sensibilisation qui est menée auprès des scolaires, auprès du grand public, avec les manifestations qui sont organisées, des soirées d'information, des soirées d'écoute de chauve-souris, par exemple. Donc, il y a plein d'actions de communication qui sont menées. C'est aussi la structure qui va réaliser ou faire réaliser des suivis scientifiques parce que, voilà, continuellement, en fait, on va essayer de suivre les habitats, les espèces qui sont dans les différents sites Natura 2000
Donc, soit si elle a la compétence, elle le fait elle-même, mais souvent, on a recours à des associations qui font très bien ce travail-là, qui suivent des espèces déjà depuis un moment. Donc, voilà, ils sont financés pour assurer ces suivis-là sur le long terme ou quand il y a des enjeux qui apparaissent. Bon, forcément, il y a aussi un volet un peu administratif, donc il faut réaliser un bilan annuel d'action, prévoir un programme prévisionnel et suivre l'ensemble des évolutions du DOCOM. Alors, le président de COPIL, donc Aurélie m'a dit qu'elle va le développer un peu plus tard. Donc, voilà, donc vous aurez compris, l'objectif, c'est aussi de vous expliquer le rôle que vous avez en tant que président de COPIL ou en tant qu'élu aussi au sein d'un comité de pilotage. Donc, je ne rentre pas forcément là-dedans, sauf si tu veux que je le détaille quand même. Non, OK. Donc, juste pour vous expliquer de façon très schématique, en fait, le financement de la politique Natura 2000. Donc, vous aurez compris, il y a le volet animation des actions, donc la mise en œuvre des actions dans les documents d'objectifs. Donc, ce financement est sur les sites exclusivement terrestres assurés par les régions qui peuvent avoir recours à des fonds européens, donc soit des fonds FEDER ou FEADER. Le dispositif contractuel de gestion qu'on peut mettre en place en dehors des parcelles agricoles, donc c'est des contrats Natura 2000 qui sont financés de la même façon par les régions avec recours à des fonds FEDER, FEADER. Les mesures agroenvironnementales, donc les aides qui sont apportées aux agriculteurs Natura 2000, donc l'agriculteur lui-même, il est financé par le ministère de l'Agriculture. Par contre, toute la partie animation, c'est-à-dire de travail préalable avec l'agriculteur pour lui expliquer les enjeux, faire un diagnostic sur son exploitation. Donc ça, c'est pris en charge par l'animation Natura 2000, donc financé par les régions et des fonds européens FEDER ou FEADER. Une autre source de financement qui n'est pas fléchée sur la gestion des sites Natura 2000, mais qui peut être utilisée pour mettre en œuvre des actions dans les sites Natura 2000, c'est la dotation biodiversité ou aménité rurale, avec des montants quand même assez importants sur un certain nombre de territoires. Donc, cette dotation, elle est versée aux communes rurales qui sont situées dans les aires protégées. Donc, en fonction si vous êtes concerné par un site Natura 2000, par un PNR, par une réserve ou d'autres aires protégées, vous pouvez donc recevoir cette dotation qui est intégrée directement dans le budget global de fonctionnement. Elle est libre d'emploi, mais forcément, c'est une dotation qui est faite pour encourager des actions favorables à l'environnement. Donc, ça peut être des sources de financement complémentaires. Ça permet, par exemple, de cofinancer un certain nombre d'actions ou d'être moteur dans la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions. Donc, voilà, donc ça peut être utilisé aussi à cet effet-là. Je pense que j'ai fini. Oui. Il y avait la petite phrase de conclusion, si tu veux. Voilà. Ah oui, quand même très importante, parce que ça reflète vraiment la philosophie du comité de pilotage et du rôle que vous avez. C'est Natura 2000 repose vraiment sur une gouvernance qui est partagée. Et la réussite d'un site dépend de la capacité des élus, des animateurs et des acteurs locaux à construire ensemble des solutions adaptées au territoire. Donc, je vous invite à vraiment faire vivre vos sites Natura 2000 et de faire émerger plein d'actions favorables à l'environnement. Merci Nathalie. J'ai vu qu'il y avait eu pas mal de questions dans le chat. Jérémy, si tu arrives à répondre à certaines d'entre elles, ça pourrait être pas mal. Dans tous les cas, vu qu'il y a beaucoup de questions, on essaiera après le webinaire de faire une foire aux questions et de l'ajouter au compte-rendu et à la présentation. Mélanie, est-ce que du coup tu peux nous partager quand même quelques questions à l'oral et puis on prendra le reste à l'écrit par la suite. Oui, donc il y a Thierry Goubi qui posait la question: peut-on avoir une illustration concrète de la gestion de la conservation et protection et comprendre ainsi qui fait quoi sur les droits et devoirs et actions sur ces zones? Ça laisse perplexe. Vaste question, si je peux me permettre. Oui, elle est tellement vaste, cette Alors, question. en tant qu'élu d'une commune qui est en site Natura 2000, en réserve naturelle, dans un parc naturel régional et dans un grand site de France, je pense qu'il faut renvoyer les gens vers l'OFB, notamment avec le centre de ressources, mais aussi le nouveau jeu qui vient de sortir, qui présente le rôle et les moyens
et les prérogatives de chacune des aires protégées. La question est très vague là, hein, mais selon le statut de l'aire protégée, elle a une mission, un rôle à remplir. Là, on aura du mal à répondre. Il faudrait répondre dans le chat. Si, Jean-Luc, il y a à la limite, il y a des exemples très simples et très concrets. Par exemple, sur un site en jeu qui a été désigné pour des chauves-souris, par exemple. Donc, une action vraiment très concrète pour préserver les colonies de chauves-souris, c'est par exemple de fermer l'accès. Quand c'est par exemple, c'est les grottes. Donc, on peut fermer l'accès au public de ces grottes-là et pour préserver les chauves-souris. Donc ça, en général, cette action-là, elle est faite en concertation avec forcément les acteurs locaux, mais par exemple aussi avec les spéléologues qui peuvent utiliser la grotte pour des fins spéléologiques. Donc voilà, donc c'est un travail de concertation préalable et on décide de fermer donc le site pour laisser tranquille les chauves-souris. Donc on peut le faire aussi par exemple sur des tourbières, on peut les mettre en défense, c'est-à-dire on peut créer des espaces autour de la tourbière pour éviter un piétinement au sein de la tourbière. Donc, ce qui fait que, par exemple, je prends l'exemple du plateau de Charpal, où du coup, il y a tout un sentier qui a été fait autour de la zone humide. Donc, on protège la zone humide, mais on laisse quand même au public la possibilité de découvrir l'espace-là. Donc, ça permet de préserver l'espace, mais par contre, on n'interdit pas forcément l'usage ou la fréquentation du site. Je ne sais pas si j'ai répondu en partie à votre Nathalie, question. d'accord, ça soulève la nécessité de concertation et de travail en commun sur un territoire. Je suis d'accord avec toi. Alors, Mélanie, une autre question, s'il te plaît. Oui, donc il y a Coralie Juchet, qui témoignait que la présidence actuelle de son copil Natura 2000 ne s'est pas représentée en tant que maire de sa commune. Elle figure désormais en tant que conseillère municipale. Et comment se passe-t-il pour la présidence du copil Natura 2000? Mais en fait, à partir du moment où elle est toujours élue, donc elle a toujours un mandat d'élu, si elle est conseillère municipale, elle peut rester présidente du COPIL si elle le souhaite. Si elle ne souhaite plus être présidente du COPIL, mais elle peut démissionner, il y aura une nouvelle élection. Mais par contre, ce n'est pas parce qu'elle n'est plus maire qu'elle perd en fait son rôle de présidente. Donc elle a toujours un mandat d'élu qui lui permet d'être présidente COPIL. Il faut juste avoir un mandat d'élu, ce n'est pas obligatoirement le maire qui est président de COPIL. Ça peut être aussi un conseiller municipal. Merci Nathalie. Mélanie, on prend peut-être une dernière question. Et puis après, on va poursuivre. Il faut que tu choisisses parmi toute la liste. Oui, donc Perrine Lagarde qui posait comme question comment ont été choisies les espèces qui ont un intérêt communautaire ou non. C'est une question pour Jérémy. Mais en fait, il y a une liste, il y a des listes qui ont été faites au niveau communautaire, donc dans des groupes d'experts qui représentent l'ensemble des États membres, et effectivement sur la base d'études scientifiques de présence d'habitats qui sont plus ou moins en danger ou qui sont représentatifs d'une région. Ils ont été listés effectivement et un peu fixés dans le marbre de ces différentes listes dans les deux directives que j'ai citées au début de ma présentation. Après, effectivement, on a vu qu'il y a énormément de questions. Je pense que la proposition d'Aurélie, c'est qu'effectivement de les prendre en compte de façon écrite pour que nous, on puisse y répondre conjointement, Nathalie et moi, parce que c'est quand même beaucoup de questions qui relèvent de l'État et des régions. Je pense qu'on pourra le faire dans un second temps et les partager. Il y a une question quand même simple, je pense, sur la répartition que j'ai vue plusieurs fois. Dès lors qu'il y a une partie marine dans le site, l'autorité administrative, c'est l'État. Et dès lors que le site il est 100% terrestre, c'est la région qui est autorité administrative. La répartition a quand même été faite de ce sens-là. Après, il y a des choses plus complexes sur les financements, mais ça, on le mettra dans la FAQ pour que chacun sache qui finance quoi, parce que même nous, entre l'État et les régions, on sait que c'est compliqué cette question. Merci Jérémy, puis aussi merci pour toutes ces questions que vous nous posez. Ça montre aussi que c'est une politique qui vous intéresse. Et du coup, je vais poursuivre les présentations en zoomant sur le rôle de l'ULU Natura 2000. Et donc là, je vais vous expliquer le rôle qui est attendu à la fois du président de COPIL, mais aussi des élus membres des comités de pilotage. Alors tout d'abord, le président de COPIL. Donc souvent, lorsqu'on accepte d'être président ou président d'un comité de pilotage, ou en tout cas, vous pouvez, vous, avoir le sentiment qu'il va falloir que vous deveniez un spécialiste de Natura 2000, connaître toutes les espèces, voilà, maîtriser les aspects réglementaires et être en capacité de répondre à toutes les questions techniques.
Et en réalité, c'est pas du tout ça qu'on attend de votre part. Le président de Copil, on en a déjà parlé, c'est pas le technicien du site Natura 2000. Son rôle, ça va être surtout d'apporter une vision politique et de présider la gouvernance du site. Donc le rôle principal du président de Copil, ça va être de donner un cap avec les membres du comité de pilotage. C'est lui qui va contribuer à définir les priorités du site, à orienter les échanges et aussi à faire en sorte que Natura 2000, ça s'inscrive et que ça soit perçu comme vraiment un projet de territoire. Donc c'est vous aussi en tant que président ou présidente qui allez pouvoir donner du sens aussi aux actions qui sont engagées et aussi les relier, ça c'est très important, aux autres enjeux locaux comme l'agriculture, la forêt, le tourisme, l'eau ou encore par exemple l'aménagement. En tant que président de Copil, vous êtes aussi le garant du bon fonctionnement du Copil, en lien avec la structure animatrice, bien sûr. Vous allez veiller à ce que chacun puisse s'exprimer et qu'on ait aussi un dialogue constructif entre différents acteurs. Comme l'a dit Nathalie, les acteurs qui sont dans le Copil, ils n'ont pas toujours les mêmes intérêts et les mêmes attentes. Donc votre rôle, c'est pas de décider tout seul, c'est pas non plus de défendre un seul intérêt ou un intérêt particulier, mais ça va vraiment être créer des conditions qui vont permettre de choisir collectivement des actions qui soient équilibrées et puis qui soient partagées par tous. Et puis enfin, vous êtes aussi l'ambassadeur du site Natura 2000. C'est vous qui allez représenter le COPIL à l'extérieur, donc auprès des autres élus, mais aussi auprès des partenaires institutionnels et puis aussi auprès des acteurs socio-économiques. Et également un rôle qui est important dans le cadre de Natura 2000, c'est que vous puissiez montrer que Natura 2000, c'est pas une contrainte supplémentaire, mais que c'est bien quand même une démarche de concertation qui permet de développer le territoire tout en préservant la biodiversité. Alors, hop, je suis passée trop vite. Alors, une fois qu'on a compris le rôle du président de Copil, on a une question qui peut se poser naturellement, c'est par où je commence. Alors, pour bien démarrer votre mandat, on vous propose quelques actions qui ne sont pas obligatoires, mais c'est des actions qui nous paraissent intéressantes en tout cas à vous partager aujourd'hui. Il est vrai que lorsqu'on commence le mandat, les premiers mois, ils sont assez importants puisque c'est pendant ces premiers mois-là que vous allez prendre vos repères, que vous allez comprendre le fonctionnement du site Natura 2000 et puis aussi que vous allez pouvoir construire des relations qui vont vous faciliter ensuite votre mandat. Alors le premier réflexe, en tout cas le premier conseil qu'on vous suggère, c'est d'aller assez rapidement sur le terrain. Puisque c'est quand même souvent en visitant le site Natura 2000, en rencontrant des acteurs locaux et surtout en échangeant avec eux, que vous allez bien pouvoir comprendre les enjeux en lien avec la biodiversité, puis aussi connaître les projets qui sont en cours. Un deuxième réflexe qui est intéressant, c'est de faire le lien entre Natura 2000 et les autres politiques publiques, on en a déjà un petit peu parlé. Natura 2000, c'est pas juste de la préservation de la biodiversité. Les actions qui sont menées dans le site Natura 2000, elles peuvent aussi contribuer à des enjeux qui sont plus larges, notamment des enjeux d'adaptation au changement climatique, de préservation de la ressource en eau. Ça peut être aussi des actions aussi qui vont favoriser le maintien de l'agriculture sur le territoire, etc. Et le fait que vous compreniez ces synergies, ça vous permettra aussi par la suite de montrer que Natura 2000, c'est vraiment un outil qui est au service du territoire. Et puis le dernier conseil, c'est de ne pas rester tout seul. Vous pouvez bien entendu vous appuyer sur votre structure animatrice et on vous conseille aussi d'échanger avec d'autres élus. Alors si c'est possible, essayez de rencontrer l'ancien président de Copil. Leurs retours d'expérience, ils vous permettront souvent d'éviter certaines difficultés et puis surtout de vous faire gagner du temps. Donc en résumé, il ne s'agit pas de tout maîtriser dès les premières semaines, mais plutôt de prendre le temps de comprendre le site,
de rencontrer les bonnes personnes et puis aussi de prendre le temps pour vous de construire votre feuille de route. Alors justement, parmi les personnes qui vont vous accompagner, il y en a une qui occupe une place centrale, qui est le ou la chargée de mission Natura 2000. Le fonctionnement du site, il repose beaucoup sur ce binôme président chargé de mission. Et chacun dans ce binôme-là, il va apporter une compétence qui est différente. On l'a déjà vu, le président, lui, il va apporter une légitimité politique, il anime la gouvernance du site, il le représente et il facilite aussi les décisions. Et le chargé de mission, lui, il va apporter son expertise technique, il connaît bien le site Natura 2000, il va vous aider à préparer les réunions, et puis c'est lui aussi qui assure le fonctionnement au quotidien du site Natura 2000. Donc ce binôme, en fait, il fonctionnera d'autant mieux que vous aurez bien réparti vos rôles dès le départ. L'animateur, il n'a pas vocation à prendre les décisions politiques à votre place et vous n'avez pas besoin de devenir un spécialiste des habitats et des espèces d'intérêt communautaire. Par contre, il est très important que vous échangiez régulièrement entre vous, notamment pour préparer les réunions du COPIL, mais aussi pour partager les informations importantes du site Natura 2000. Et c'est bien cette complémentarité entre vous deux qui va aussi permettre que le COPIL il fonctionne efficacement et puis qu'on puisse aussi voir des projets avancer. Alors, pour vous aider, je vous ai mis sur la gauche des exemples de questions que vous pouvez poser à votre structure animatrice si vous êtes nouvellement présent de COPIL et qui peuvent vous aider à mieux comprendre votre site Natura 2000. Donc, par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir les principaux enjeux du site. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont sensibles localement? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Est-ce qu'il y a des décisions qui vont arriver prochainement? Et puis aussi, ça c'est important de savoir quels acteurs ils sont particulièrement impliqués dans le site Natura 2000. Et sur la droite, je vous ai mis plutôt des questions qui sont en lien avec votre rôle de président de COPIL et puis qui nous sont souvent remontées au niveau national. Bon, on a déjà vu un peu la première question, c'est je ne suis pas expert en biodiversité. Est-ce que c'est un problème là? On a bien vu que non, puisque c'était pas l'attendu de votre rôle. Vous n'êtes pas le technicien du site, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et après, la deuxième question qui revient souvent, c'est combien de temps est-ce que ça prend d'être un président de COPIL. Donc là, il n'y a pas de réponse unique. En fait, ça dépend à la fois de la taille du site Natura 2000, ça va dépendre aussi de l'actualité et des projets qui sont en cours. Et ça va dépendre aussi beaucoup du temps aussi que vous pouvez consacrer au suivi du site Natura 2000. Cette question, on pourra aussi après la poser à nos élus. En tout cas, dans la plupart des cas, en fait, il va surtout s'agir d'être présent pendant les temps importants, donc bien entendu le COPIL, être présent pour quelques visites de terrain, bien échanger avec votre animateur et puis aussi ponctuellement aller rencontrer des partenaires sur le terrain. Alors jusqu'à présent, on s'est surtout intéressé au rôle du président de COPIL, mais la réussite d'un site Natura 2000, elle repose pas uniquement sur une seule personne. La réussite du site Natura 2000, elle est aussi le fruit d'un travail collectif auquel chaque membre du COPIL va participer à sa manière. Donc les autres élus qui siègent au COPIL, ils ont aussi un rôle essentiel à jouer. Donc ce que vous allez apporter avant tout, c'est tout simplement votre regard d'élu. Vous connaissez votre territoire, vous connaissez les projets, vos habitants, vous avez aussi connaissance des réalités économiques locales, etc. Et en fait, c'est cette connaissance qui est très précieuse pour le COPIL, puisque c'est elle qui va aussi permettre de prendre des décisions qui vont tenir compte des réalités locales et du coup qui vont aussi favoriser l'acceptabilité locale des actions qui seront proposées. Alors, tout comme le président COPIL, vous avez aussi un rôle important dans le dialogue par votre capacité à écouter et votre capacité aussi à rechercher des compromis. Ces capacités-là, elles sont importantes parce qu'elles vont permettre de trouver aussi des compromis en cas de tension lors des COPIL.
Et puis, en parallèle, vous avez aussi un rôle important de relais, puisque vous allez pouvoir faire vivre aussi Natura 2000 en dehors du comité de pilotage, en créant des passerelles avec votre collectivité. Donc, en gros, pour résumer, votre rôle, c'est vraiment de faire le lien entre Natura 2000 et votre collectivité. Et ça, c'est un message important que je souhaitais passer sur cette diapositive, c'est que plus les élus, plus vous êtes impliqués dans la gouvernance du site, et plus on pourra faire de Natura 2000 un vrai projet de territoire qui sera porté collectivement et pas que Natura 2000 soit perçu comme une politique environnementale extérieure au territoire et contraignante. Alors, on vient de voir pourquoi votre rôle il est important. Maintenant, on va voir comment est-ce que vous pouvez traduire concrètement votre engagement au quotidien. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça prend pas forcément beaucoup de temps. C'est souvent quelques réflexes qui vont pouvoir faire toute la différence. Donc le premier réflexe, bon ça on en a déjà parlé, c'est d'être présent aux réunions du COPIL, puisque c'est là où vous allez pouvoir être au courant des actions du site et contribuer aux décisions. Le deuxième réflexe, c'est d'être aussi en contact avec la structure animatrice comme le président et de ne pas attendre surtout le prochain COPIL pour échanger et poser vos questions. L'idée, là, c'est que vous puissiez contacter régulièrement la structure animatrice pour vous informer voilà, des projets qui peuvent être un peu spécifiques aux enjeux de votre collectivité. On en a déjà un peu parlé, mais le réflexe aussi, c'est de bien faire circuler l'information. Donc, d'un côté, faire connaître Natura 2000 dans votre collectivité. Donc ça peut passer notamment quand il y a des conseils municipaux ou des conseils communautaires, faire une petite présentation de Natura 2000 auprès des autres élus. Et à l'inverse aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous fassiez aussi remonter les projets de votre collectivité dans le cadre du COPIL, puisque plus on arrive à anticiper et à connaître en amont les projets, et plus c'est facile d'anticiper d'éventuelles difficultés. L'autre réflexe aussi, c'est dès que vous pouvez, essayer de valoriser Natura 2000 auprès du grand public, puisque Natura 2000, ça peut être vu comme une contrainte. Et on parle pas souvent quand même des réussites. On l'a déjà vu, Natura 2000, c'est des projets qui produisent des résultats qui sont concrets pour la biodiversité, mais qui aussi apportent des résultats aussi sur d'autres politiques publiques. Donc, plus on arrivera à contribuer à échanger, à montrer la plus-value Natura 2000, et plus on arrivera aussi à faire changer le regard, notamment du grand public, sur cette politique. Et cette valorisation, elle peut se faire par plein de manières possibles. Il y a des élus, par exemple, qui organisent des chantiers nature sur leur parcelle communale pour faire des travaux d'entretien. Ça peut être aussi de faire des animations nature, de travailler avec les écoles du territoire. Ça peut être aussi, voilà, si vous faites des fêtes du village ou des fêtes de la nature, avoir un stand sur Natura 2000, par exemple. Et enfin, n'hésitez pas non plus à contacter votre président COPIL, notamment si vous identifiez des points de tension ou des interrogations de la part de vos concitoyens. On en a déjà parlé, mais plus on engage le dialogue tôt et plus on évite que les difficultés s'installent par la suite. Alors, pour terminer ma présentation, je voulais vous partager les ressources qui existent et aussi les réseaux d'acteurs qui sont là pour vous accompagner. Alors pour les ressources, j'ai fait ça un peu de manière égoïste. Je vous ai partagé uniquement celles qu'on produit à l'échelle de la mission Interréseau. Donc ça, Jean-Luc, qui vous en a déjà un peu parlé. Vous pouvez la retrouver sur la page internet qui est affichée. On a aussi une page LinkedIn si vous avez un compte. Et pour les réseaux qui existent, donc au niveau national, il y a différents partenaires. Donc le ministère en charge de l'écologie qui est présent avec nous aujourd'hui, l'OFB, et bien sûr la mission Interréseau. Et au niveau régional, vous avez aussi vos interlocuteurs privilégiés qui sont les conseils régionaux, les DREAL, les DT à l'échelle départementale qu'il ne faut pas qu'on oublie.
Et aussi, pour certaines régions, il existe des agences régionales de la biodiversité qui peuvent aussi vous accompagner sur certains sujets. Mais bien entendu, votre interlocuteur de proximité, ça reste avant tout la structure animatrice. Alors, pour favoriser cette mise en réseau, les échanges, etc., au niveau de la mission interréseau, on propose des événements, donc comme les webinaires aujourd'hui. On organise aussi des congrès nationaux et des rencontres régionales avec les conseils régionaux et les DREAL. Et donc là, je voulais vous partager les prochains événements à venir. Voilà, vous pouvez déjà noter les dates dans vos agendas. Le 22 septembre, donc on aura un webinaire pour vous présenter des méthodes et des retours d'expérience sur la manière dont on peut dynamiser les copies de Natura 2000, notamment sur le long terme. Le 10 novembre, on aura la même session qu'aujourd'hui. Ça, c'est pour les élus qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Et pour les événements nationaux, si vous allez au Salon des maires au mois de novembre, on sera également présent juste à côté avec le Forum des gestionnaires d'aires protégées qui sera consacré justement à l'accompagnement des élus locaux dans leurs projets de transition écologique. Donc c'est un événement qui est ouvert aux élus. Donc si vous êtes au Salon des maires, n'hésitez pas à nous rejoindre à un moment de la journée. Et puis l'événement aussi un peu phare, c'est le Congrès national des élus Natura 2000 qui aura lieu du 16 au 18 juin de l'année prochaine à Orléans en Sologne et qui est organisé avec le soutien de la région Centre-Val de Loire et le soutien du ministère. Et voilà. Mélanie, je ne sais pas si tu as vu des questions avant on passe aux échanges avec nos élus. Il n'y avait pas de questions en lien avec ta présentation, Pas de mais questions. certaines Y a pas de réponses souci. ont été données aux questions qui sont posées dans le chat. Très bien. Alors, je vous propose qu'on passe maintenant aux échanges avec les élus. Je vais départager mon écran puisqu'il s'agit d'avoir des échanges sous forme de questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions aux élus dans le chat et puis nous, on pourra leur transmettre. Alors, je vais arrêter mon partage. Hop. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous voyez les petites vignettes vidéo? Mélanie, c'est bon? Ok. Eh bien, je vous propose, Stéphane Roudier, qu'on commence par vous. Je vais vous poser quelques questions, puis après, n'hésitez pas aussi à faire passer aussi vos messages en même temps. Peut-être juste la première question, c'est peut-être déjà tout d'abord de vous présenter, de nous dire aussi depuis quand vous êtes président de Copil, et puis aussi qu'est-ce qui vous a motivé à le devenir, et ça c'est pour motiver les prochains élus aussi à se positionner pour être membre de Copil. Adichats Bravemund, benvinguts sur la mission Interréseau Natura 2000. Stéphane Roudier, donc je suis vice-président de la communauté de communes en charge de la transition et maire de ma commune depuis 3 mandats. Je suis donc président Copil depuis 2014, je pense. Le temps passe vite. J'y suis revenu parce que je trouve ça très intéressant. C'est l'occasion à la fois de mettre en valeur le territoire et surtout de vulgariser un peu la qualité de nos territoires. Alors nous, on est dans un grand site de France, Vallée-Vézère. On est en Périgord noir, donc des sites déjà très connus, on va dire, mais avec une méconnaissance de ces milieux naturels, de ces habitats ou de ces espèces présentes sur nos territoires. Et ma motivation, c'était voilà, de vulgariser tout ça et d'aller dans dans cet organe qui permet justement de porter des actions concrètes, parce que c'est bien ça le sujet, c'est de porter des actions concrètes sur la préservation de ces milieux, de ces espèces, de faire de la communication, de la mise en relation, d'initier des projets. Voilà. Je vais peut-être te laisser poser des questions. Sinon, Oui, on en a déjà un petit peu parlé, mais combien de temps est-ce que ça vous prend d'être président de Copil, parce que vous avez aussi des activités professionnelles aussi en parallèle?
Oui, alors j'ai du mal à le compter puisqu'en fait on croise dès qu'on se croise entre élus, que ce soit sur des thématiques de transition, parce que tout à l'heure quand on parlait de changement climatique, d'agriculture, d'eau, c'est des questions de souveraineté de nos territoires. Donc, je veux dire, on a l'occasion d'aborder à n'importe quel moment. Donc, je veux dire que je suis président de COPIL H24 dans toutes les réunions où je passe, que ce soit en conseil communautaire, dans un syndicat de rivière. Donc, on est président de COPIL à chaque fois qu'on veut faire passer un message. Voilà, on utilise cette carte de visite, je veux dire, pour faire passer des messages. Euh, donc, c'est difficile de l'évaluer. Certes, le format d'une réunion par an, pour moi, n'est pas suffisante. Il faut aller au-delà. Euh, Si je devais donner un temps minimum, on va dire qu'il faut y passer au moins une journée par mois minimum pour au moins initier quelque chose. Mais personnellement, j'y passe beaucoup plus de temps. Par Très bien. passion, peut-être aussi. Oui. Après, j'imagine que quand on vient de présenter Copil aussi, c'est pas... C'est un investissement personnel aussi. Et du coup aussi, là, peut-être est-ce que vous pouvez nous dire par quoi vous avez commencé quand vous êtes devenu président de Copil, quelle action vous avez faite en premier, etc. Alors, nous, on est sur des coteaux calcaires Natura 2000, donc des prairies calcicoles. On est sur des territoires où l'agriculture conventionnelle a pris le dessus et toutes ces zones agricoles qui étaient autrefois pâturées sont tombées à l'abandon. On a commencé à voir une évolution des paysages, fermeture des paysages avec la disparition à la fois des espèces et des habitats. Et c'est avec trois collègues où on a commencé à se mettre autour de la table et on a décidé de constituer une association pastorale foncière dans l'objectif de travailler, de maintenir ces milieux ouverts par le pastoralisme. Alors, on n'est pas que sur des objectifs Natura 2000, puisqu'on a écarté en fait euh, on a plusieurs outils en fait dans cette AFP, plusieurs objectifs. Aujourd'hui, on travaille sur la lutte contre l'embroussaillement, le risque d'incendie, les obligations légales de débroussaillement. On est même en train de travailler sur des opérations de brûlage dirigé et un partenariat avec Patrinat dans le cadre du grand site pour porter des projets d'études de milieux, de régénération des milieux après des incendies. Voilà, donc c'est très vaste. En tous les cas, on a installé 2 éleveurs et aujourd'hui, on travaille sur un périmètre de 1200 hectares et on est sur, de mémoire, 80 hectares de sites Natura 2000 que l'on maintient en l'état grâce à nos éleveurs. Voilà, donc concrètement, c'est grâce à ces contrats Natura 2000 qu'on a pu mettre en place ces opérations concrètes de préservation des habitats sur notre territoire. Très bien. Alors, je vous partage une question du chat Oui. sur le manque d'adhésion à la population qui peut poser un peu un problème avec les... On a peut-être des fois un manque d'adhésion et du coup, est-ce que vous, au niveau de site Natura 2000, vous travaillez avec les habitants justement pour faire changer un peu cette perception de Natura 2000 qui est vue un peu comme une contrainte? Oui, alors, Natura 2000, c'est vrai que c'est comme pour beaucoup de choses. Alors, je le vois aussi dans le syndicat de rivière où je suis vice-président. On avait laissé peut-être à tort je veux dire des vieux usages prendre le dessus et devenir la règle, à savoir sur site Natura 2000, on fait plus rien, on touche plus rien n'est possible. Euh, voilà, ce sont des zones de protection, certes. Mais s'il n'y a pas d'action, ces milieux vont se refermer et vont être perdus, vont perdre leur intérêt. Donc il faut dire, un, il y a des choses qui sont possibles. Deux, avec les contrats Nini, et nous on a un partenariat avec le SEN, on peut mettre en place des opérations de valorisation, de préservation, mais aussi de pédagogie. Et grâce à ce qu'on a mis en place, nous, dernièrement, on a un club, pas un club, une association d'entomologie qui s'est créée, donc l'étude des insectes, avec des spécialistes.
Et en fait, c'est le fait d'avoir sensibilisé à ces environnements et à la présence d'espèces assez rares et spécifiques, endémiques à notre territoire, qui ont fait naître de nouveaux centres d'intérêt. Donc, en fait, plus on va communiquer, plus on va mettre en valeur. Alors, certes, c'est compliqué, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une adhésion totale dès le départ, mais c'est au fur et à mesure, notamment quand on faisait on faisait des transhumances dans le cadre de notre association pastorale foncière. Au cours de la transhumance, on faisait des pauses et on faisait de la pédagogie. On expliquait les sites sur lesquels on arrivait, quelles étaient les espèces présentes, quelles pratiques il fallait avoir sur ces sites, la présence des motos, des quads qui venaient faire du tout-terrain. Bon, mais on les invitait à ne plus y venir, voire on contactait l'OFB pour leur expliquer différemment les choses. Donc voilà, ça passe par beaucoup de communication. C'est pour ça que quand vous me posiez la question de savoir combien de temps ça prenait, ça prend beaucoup de temps si on veut le faire à fond et si on veut vraiment convaincre de ce potentiel de nos territoires. C'est un potentiel aussi d'attractivité de nos territoires. Donc, il y a plusieurs facettes, ou je veux dire, c'est plusieurs outils qui peuvent nous permettre de valoriser nos territoires et servir l'intérêt de ces zones Natura 2000. Et du coup, comment est-ce que vous travaillez avec les autres élus? Alors, on a vu que vous étiez associé avec quelques communes pour faire l'association foncière pastorale. Et du coup, est-ce qu'avec les autres élus aussi, vous arrivez à avoir un dialogue, construire des choses avec elles? Oui, Avec eux, alors parce que c'est un travail sur le long terme qui se construit. Maintenant, on travaille depuis 2015, depuis 2016, on a constitué l'AFP. Maintenant, on va dire, on commence à tous se connaître, on connaît les enjeux, on connaît les objectifs, on sait les moyens qu'on a à mettre en place. Voilà, c'est une collaboration qui se construit dans le temps. Donc c'est pour ça que ça sera compliqué de faire marche arrière, et c'est ce qui est plutôt positif. Ça a été long à constituer, mais je veux dire aujourd'hui, quand on parle de Natura 2000, on n'est plus sur ce qu'on avait il y a 15 ans ou 20 ans, dire ben, là, il ne faut plus rien toucher, l'Europe nous a mis sous cloche, on ne fait plus rien. Voilà, que ce soit les agriculteurs ou les particuliers. Mais on a encore de la pédagogie à faire. Mais je dis souvent dans le cadre d'actions pédagogiques aussi bien avec les écoles qu'avec les touristes et dans le cadre du grand site, c'est ce qu'on fait aussi, des opérations de communication. Faisons voir la valeur de nos territoires et les trésors cachés naturels, parce on parle toujours de patrimoine architectural. Alors c'est vrai que nous, par exemple, on a une commanderie du XIIe siècle. Ça, tout le monde sait ce que ça veut dire. Mais un patrimoine naturel, non, cette notion n'est pas assez définie ou ne parle qu'à une infime partie de la population. Donc, il y a un gros travail de pédagogie à faire. Merci. Jean-Luc, je ne sais pas si tu avais des questions à poser de ton côté. Des, 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 Bah, t'as coupé ton micro. Ouais, ça marche pas. des questions à Stéphane, non, pas particulièrement. Je vais vous laisser répondre aux questions des différents participants. Juste que je veux dire, je me retrouve dans tout ce qu'il dit. Hein. Moi, dans mon territoire, on a une AFP. Natura 2000, il y a 5 éleveurs concernés par ce territoire de haute montagne. Ils sont tous éligibles au MAEC. Ils ont tous contractualisé les contrats MAEC. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont les premiers défenseurs de Natura 2000 parce que, faut pas se leurrer, il y a une manne financière. Alors, attention, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas une subvention aux éleveurs. Hein. Il y a une contrepartie aux MAEC, c'est-à-dire qu'il y a un contrat et il y a des travaux à mener, mais des travaux qui vont dans le sens à la fois du maintien de l'activité pastorale, l'ouverture des milieux par exemple, et un maintien des ressources naturelles et de la biodiversité par la prise en compte de ces différentes choses. Quand ce sera mon tour après, je vous montrerai l'intérêt de Natura 2000 quand il est pris en compte par un territoire et par les différents acteurs du territoire, et notamment en complémentarité par les différentes aires protégées du territoire. Il y a eu beaucoup de questions là-dessus, hein, où les gens, j'en ai vu une qui supposera qu'on arrive à y répondre au fil du temps. Hein. C'est à quoi sert Natura 2000? Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. À l'issue de ce webinaire, j'espère qu'on aura levé un certain nombre d'interrogations, mais c'est à l'usage de ce qu'explique Stéphane qu'on comprend mieux à quoi ça sert. Hein. Moi, j'aurais des heures à vous en parler sur notre territoire de ce qui se fait avec Natura. Merci.
Et du coup, Monsieur Roulier, il y a une question pour vous, c'est quels sont les principaux freins sur votre territoire? Si vous en avez, hein, peut-être qu'il y en a pas. Oui, non, non, si, on en a eu, hein, on a eu. Alors, je ne vais pas stigmatiser telle ou telle structure ou on va dire que certains utilisateurs des milieux naturels voyaient comme une atteinte à leur liberté de valoriser ces sites Natura 2000 parce qu'on allait y mettre des contraintes, parce qu'on allait leur empêcher de circuler librement sur leur activité. Je veux dire, hein, randonneurs, chasseurs, vététistes, motocyclistes, voilà. Mais il y a déjà des règles prévues par la loi qui, dans les milieux naturels, réglementent certains usages. Donc, Natura 2000 ne vient pas créer des contraintes. Il y a déjà des contraintes qui existent. Donc, c'est souvent grâce à Natura 2000 qu'on rappelle qu'il y a des règles qui existent déjà et qu'il faut d'abord commencer par respecter celles-là et que Natura 2000 donne des outils pour valoriser le territoire. Merci Stéphane. Je vous pose Avec une plaisir. dernière question. Oui. La dernière question avant qu'on passe à Madame Latouche, c'est du coup quel conseil vous donneriez-vous à un nouvel élu qui devient président d'un site Natura 2000 qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Mais déjà que c'est très passionnant, s'il est intéressé à son patrimoine, à son territoire, eh bien, il va pouvoir s'émanciper et le valoriser. Qu'il y a énormément de travail à faire, à la fois en termes de pédagogie, de communication et peut-être d'évolution, parce qu'il faut aussi qu'on pense à faire évoluer les DOCOM. Et c'est souvent que je le mets sur la table, parce qu'on a malheureusement des zones Natura 2000 qui ont perdu leur intérêt, d'autres qui n'ont pas forcément été identifiées et pour lesquelles il faudrait faire évoluer le périmètre. Donc il y a encore beaucoup de travail. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, qui sont déjà des voies qui sont déjà ouvertes, mais il y a encore du travail à effectuer. Donc si vous avez de l'énergie, allez-y, venez, c'est passionnant. Merci Stéphane. Je propose qu'on passe à Madame Latouche parce que le temps aussi avance. J'ai vu que Madame Carré, vous aviez levé la main. Est-ce que vous pouvez poser votre question dans le chat, s'il vous plaît, puisque votre micro est coupé. Donc on ne peut pas vous donner la parole. Je vous remercie. Et du coup, Madame Latouche, est-ce que vous êtes bien là? J'ai vu que vous étiez connectée. Oui, oui, bonjour à tous, je suis bien là. Bonjour. Super. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation pour aujourd'hui. Comme pour Monsieur Roudier, je vous propose de vous présenter dans un premier temps, puis après je vous poserai quelques questions. D'accord, très bien. Donc, je suis Béatrice Latouche. Je suis actuellement donc conseillère régionale des Pays de la Loire. Je suis présidente du COPIL Natura 2000 du Pays Vallée du Loir, avec une situation un petit peu particulière puisque nous avons 2 Natura 2000. Et on a une troisième aussi sur le territoire. Voilà, j'étais maire de la commune et présidente du pays. Aujourd'hui, je ne suis plus, suite aux élections, maire de la commune ni présidente du pays, mais je suis toujours présidente du COPIL. Ça répond peut-être à quelques questions que j'ai vues tout à l'heure sur le fait de ne plus être élue communale, mais je suis toujours conseillère régionale, donc je suis toujours présidente du COPIL Natura 2000. Donc, Pays Vallée du Loir, Sud-Sarthe, pour ceux qui le recherchent. Nous suivons le Loir avec un patrimoine très important, avec des carrières aussi de tuffeau. Et en termes d'animaux, alors on a beaucoup de papillons, d'insectes, etc. Mais on a surtout des chauves-souris. Merci Madame Latouche. Donc effectivement, vous avez à la fois le mandat de présidente et le mandat aussi de conseillère régionale, ce qui est intéressant pour nous. Du coup, vous, en tant que région, actuellement, la région Pays de la Loire, comment est-ce que vous accompagnez, vous, les élus Natura 2000, les autres présidents de COPIL? Eh bien, écoutez, nous, en tout cas pour la région Pays de la Loire, vous savez que les choses ont évolué en termes de présidence de Natura 2000 et donc les régions sont devenues responsables aussi des zones Natura 2000. Il ne faut pas oublier aussi que nous avons en responsabilité les réserves
les RNR, hein, les réserves aussi naturelles régionales, et puis nous intervenons aussi dans les parcs régionaux. Donc on a une politique très forte sur la biodiversité, l'environnement, et donc par rapport à ça, en fait, nous avons une politique volontariste et nous avons recherché des structures porteuses pour l'ensemble des Natura 2000. Donc nous, sur notre territoire, c'est le pays, mais certains certains COPIL Natura 2000 sont en direct avec les régions. Nous avons la volonté aussi de travailler avec l'ensemble des structures, comme je vous disais tout à l'heure, avec les RNR. On a aussi les ENR, hein, je rappelle, des départements qui sont à côté. Donc l'idée, c'est de travailler en partenariat pour avoir une politique de biodiversité globale et non pas juste sur un territoire. Donc voilà, on a des actions fortes qui sont liées à Natura 2000, mais qui sont liées aussi à la protection de notre paysage, de notre nature, et à limiter aussi les risques, j'ai envie de dire, d'urbanisme, ou même, je vais mettre un pavé dans la mare, ou de panneaux photovoltaïques sur les Natura 2000. Et du coup, vous, d'après votre expérience aussi de présidente de COPIL, qu'est-ce qu'il faut pour faire vivre le comité de pilotage dans la durée? Parce que on voit souvent en fait qu'il y a un essoufflement à un moment donné, notamment de la part des élus, de participer à ces comités de pilotage. Vous, comme vous êtes aussi présidente, comment est-ce que vous faites pour les faire revenir, pour qu'il y ait un peu de durabilité dans les échanges que vous pouvez aussi avoir avec eux? Bon, on sait très bien que les élus, par définition, ont beaucoup de réunions un petit peu partout, sont beaucoup pris avec des sujets importants. Moi, je crois que pour motiver nos élus à venir au COPIL et à s'impliquer sur Natura 2000, il faut qu'ils y voient un intérêt. Alors, on a quand même cette modification avec, et vous en avez parlé, avec aujourd'hui les aménités rurales qui arrivent sur les communes, sur toutes les communes. Avant, il y en avait peu. Maintenant, ça touche quand même plusieurs communes. Ils ont des budgets. Donc, l'idée, c'est de créer du lien avec ces communes sur leur budget pour voir un petit peu comment on peut travailler avec eux financièrement pour développer des actions sur leur partie Natura 2000. C'est aussi important de leur expliquer que Natura 2000, c'est pas juste un espace à protéger, c'est une globalité de politique sur leur commune. Comment aujourd'hui ils peuvent lier Natura 2000 à leur démarche aussi environnementale. Je vais pas vous cacher qu'aujourd'hui on vit, alors peut-être pas sur tous les territoires, mais en tout cas sur une bonne partie de territoire, on a vécu la canicule, on l'a bien vu. C'est un sujet important aussi pour les élus. Comment on fait pour limiter l'impact auprès des habitants. Et Natura 2000 peut y travailler, évidemment, puisqu'on a un côté très naturel. Donc, du coup, je pense que c'est important de pouvoir lier les deux et de montrer tout l'intérêt d'un élu de s'impliquer dans ses COPIL sur ce sujet de biodiversité. Parce que ça a un impact aussi sur la politique globale communale et sur la politique d'aménagement du territoire. Il ne faut pas oublier que Natura 2000, c'est aussi de l'aménagement du territoire. Merci, Madame Latouche. Jean-Luc, je ne sais pas si tu veux rebondir comme avec Monsieur Roudier. Oui, oui. Mais j'interviendrai peut-être dans ma partie pour clore le débat parce que je vois que on a pas mal de gens qui commencent à quitter. On approche de midi. Non, ce que vient de dire Béatrice est évidemment du très concret. Hein. Je voulais réagir tout à l'heure aussi à ce qu'a dit Stéphane quand tu posais la question des contraintes ou des freins. Il y a vraiment un travail à faire, mais ça c'est notre rôle à nous tous. C'est sur la connaissance de ce que c'est que Natura 2000. Hein. Il y a beaucoup de non-dits. Hein. Moi j'ai vu un président de communauté de communes, vice-président du parc chez moi, s'opposer à l'extension d'un site Natura 2000 parce qu'il imaginait que c'était une protection forte. Il faut rappeler et toujours rappeler que Natura 2000, c'est du contrat, c'est l'ordre du contractuel. Il y a évidemment les éventuelles études d'incidence quand il y a des projets sur les choses. Il faut aussi rappeler aux techniciens, aux élus, à tous les animateurs Natura 2000 qu'il faut inciter les porteurs de projets à les contacter en amont de tout projet
parce que souvent où ça coince, c'est quand on arrive avec un projet qui se retrouve face à une évaluation d'incidence et qui n'est pas favorable parce qu'on n'a pas anticipé le fait même qu'on était en Natura 2000. Mais s'il y a une bonne connaissance de ce que c'est que Natura 2000, on lève déjà beaucoup de freins. Hein. Je vous l'ai dit, dans mon territoire, ça a apporté beaucoup d'argent au territoire, notamment quand on est capable de faire du partenariat interréseau, hein, entre communes et ainsi de suite. Je vous donnerai un petit exemple tout à l'heure. Très bien, merci Jean-Luc. Effectivement, les gens commencent un petit peu à nous quitter. Je vais vous poser une dernière question, du coup, Madame Latouche. C'était un peu comme avec Stéphane Roudier. Est-ce que vous avez un message à adresser aux élus qui viennent tout juste de devenir prison de copie, là, un conseil, une première action à mettre en place Écoutez, la seule chose que je peux dire, c'est que ça ne peut fonctionner que si on arrive à travailler ensemble, quelle que soit la couleur politique, le projet politique, puisque l'intérêt majeur de Natura 2000, c'est notre territoire, c'est demain aussi, et la biodiversité. Donc, il est important d'aller, vous l'avez dit, hein, sur le terrain, rencontrer les élus, expliquer que Natura 2000, c'est une chance, c'est pas une façon de contrer des projets, c'est plutôt l'inverse. Comment on peut utiliser Natura 2000 pour valoriser notre territoire, valoriser nos agriculteurs, signer des contrats, mettre en place des projets. Nous, on travaille avec une association qui s'appelle le CPIE, qui est beaucoup présent aussi sur la Sarthe. Comment on soutient aussi les associations environnementales, comment on fait de la pédagogie auprès des enfants, des adultes, et puis ne pas hésiter aussi à faire des visites sur nos sites Natura 2000 avec du public, pour pouvoir leur montrer un peu tout l'intérêt, montrer aux élus. Alors, peut-être que la première chose qui est essentielle, si vous posez la question, c'est faire une visite avec l'ensemble du COPIL sur le site. Évidemment, lui montrer quel est le site, quel est l'intérêt, et puis expliquer à toutes les communes qu'ils peuvent utiliser Natura 2000 dans leur projet de territoire, leur projet communal. Leur plan de sauvegarde aussi, d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, c'est important aussi, puisque dans les zones Natura 2000, on a aussi des forêts et on a la défense contre les incendies. Il faut faire du lien, en fait. Il ne faut pas considérer Natura 2000 comme une chose indépendante. Elle fait partie de la politique globale territoriale et donc il faut vraiment faire du lien. Je pense que c'est le seul moyen qu'on puisse travailler ensemble, c'est d'y trouver un intérêt tous ensemble pour prévoir l'avenir, puisque Natura 2000, c'est aussi prévoir l'avenir de nos enfants et notre biodiversité pour demain. Merci Madame Latouche pour ce beau résumé. Effectivement, on en a parlé, mais c'est important de faire le lien avec les autres politiques publiques, notamment pour intéresser les élus. Et puis effectivement, quand on voit les actualités, on voit bien que préserver la biodiversité, ça peut être aussi un bon levier pour lutter contre le changement climatique. Et Jean-Luc, du coup, je vais te laisser la parole pour conclure le webinaire. Et puis peut-être tu peux aussi expliquer avant ton rôle, toi, parce on t'a présenté comme élu porte-parole de la mission, mais peut-être tu peux expliquer quel est ton rôle. Oui, rapidement, mon rôle, c'est beaucoup d'appuyer tout ce que tu fais pour nous, Aurélie. Non, la mission, un des objectifs, c'était dit, c'est bien au service des élus, mais les parcs naturels régionaux, le Seine, Réserve naturelle de France, et après les grands sites qui nous ont rejoints, on fait le constat que Natura 2000, étant pour autant la plus grande aire protégée au monde, hein, ça a été dit par Jérémy tout à l'heure, n'avait pas de présence dans les instances nationales. Vous voyez, là, je vous parle du siège de l'OFB à Paris, où je suis en réunion avec la conférence des aires protégées. Mon rôle, justement, c'est de porter la parole Natura 2000 en partenariat avec les différentes structures et aires protégées dont j'ai parlé, vers le ministère, vers l'OFB, vers l'Europe. Je voulais en dire, on a un des problèmes avec Natura 2000, en tout cas, je ne sais pas si Stéphane ou Béatrice l'ont constaté, mais nous, notre territoire, c'est un territoire d'élevage. Pratiquement tout le territoire du parc où j'intervenais avant, du parc naturel régional, est éligible au MAEC, et donc est en PAEC. Et quand on est éligible à des aides agricoles, on ne peut pas signer de contrat sur le même territoire, alors qu'il y a des choses qui pourraient être complémentaires. Ça, c'est Jérémy, c'est une action qu'il faudra qu'on mène vers l'Europe
pour qu'il n'y ait pas forcément d'interdit de développer des contrats avec certaines communes. Moi, j'ai voulu le faire sur ma commune, notamment pour refaire des passerelles, remettre en état des sentiers pour éviter qu'il y ait des piétinements dans les zones humides ou des choses comme ça. On ne pouvait pas initier de contrat puisque les territoires étaient déjà éligibles à la PAC et au MAEC. Donc ça, c'est un problème. Ça, c'est au niveau de l'Europe. Donc notre mission, elle est vraiment avec tout ce que tu as présenté, Aurélie. Je crois que moi, je suis là pour faire remonter les problématiques qu'on rencontre sur le terrain vers le ministère, vers l'OFB, vers les différentes structures qu'on en charge et vers Région de France, qui est présidée par Carole Delga, la présidente de ma région Occitanie. Voilà, ça me paraît important qu'il y ait un porte-parole. Alors moi aujourd'hui, demain quelqu'un d'autre, hein, montrer aussi l'importance des élus dans le dispositif Natura 2000, ça a été dit par tout le monde, ça a été rappelé par Nathalie dans sa présentation de Natura 2000. Là, j'invite vraiment les régions, les services de l'État à aller dans le sens de ce qu'a voulu la France, c'est-à-dire la place des élus. Mais ça a été dit par Béatrice en fin de parcours, c'est compliqué de mobiliser les élus. Donc, moi, j'ai testé 2-3 pratiques. Déjà, demander aux conseils municipaux de désigner un délégué Natura 2000 qui sera lui invité et amené à siéger au COPIL, parce qu'on sait qu'on a l'habitude d'inviter systématiquement les maires, mais les maires ont un agenda très compliqué et il n'est pas, ça a été rappelé par tout le monde, hein, on n'est pas obligé d'être maire pour être président d'un COPIL, pour siéger au COPIL en tant que représentant de sa commune. Par contre, ce qui est indispensable, et je l'ai trop vécu, hein, des COPIL qui réunissent 15 communes et vous avez 3 communes qui sont présentes à ce COPIL, c'est dommage si on veut avancer, ça a été dit toute la matinée, on avancera sur des projets de territoire, on ira chercher des financements et des partenaires sur des projets de territoire qui peuvent être initiés ou portés ou accompagnés par Natura 2000, c'est l'exemple que je vous donnerai après. Donc ça me paraît extrêmement important de se maintenir le dialogue que Nathalie a appelé de ses voeux dans une de ses diapos, entre les élus des territoires, les régions, parce que gestionnaire, il y a une responsabilité, mais il ne faut pas se couper des élus du terrain. Je ne dis pas que c'est fait, hein, il y a cette présence. C'est pour ça aussi que je trouve très important, alors je ne sais pas si c'est fait dans toutes les régions, mais chez nous, en Occitanie, en tout cas dans mon territoire, les élus régionaux qui ont en charge des sites Natura 2000 dans leur délégation sont très présents dans les comités de pilotage. Et j'ai incité aussi, moi, les présidents de COPIL à envoyer non pas des convocations, mais des invitations au COPIL, et que ces invitations soient co-signées par l'élu régional qui suit le site Natura 2000. Parce que beaucoup d'entre vous sont élus communaux ou maires d'une commune, et on sait que rencontrer l'élu régional, en aparté de la réunion à laquelle on va, il y a toujours une ou deux questions à lui poser et des réponses à avoir, quoi. Donc je pense que, l'invitation, elle peut être co-signée du président du COPIL et de l'élu régional qui siège à ce COPIL, ça me paraît important en tant que maire. 2, il faut que les communes désignent des délégués, qui peut être le maire, mais au moins qu'on sache à qui on envoie les invitations, même si il n'est pas interdit que les maires y viennent, puisqu'ils sont toujours accès à toutes les réunions qu'ils souhaitent, mais ça me paraît ça important. Et après, je pense qu'il faut développer un maximum de projets en commun sur un territoire. Je vais vous donner un exemple qui met en mouvement Natura 2000, un grand site de France, réserve naturelle de France et une réserve naturelle sur le territoire, hein. Le grand site de France du massif et des balcons du Canigou a initié une démarche pour comprendre et anticiper le changement climatique. On sait que les territoires de montagne sont très sensibles, hein. Nous, on sait qu'on a pris 1 degré de plus que la plaine, par exemple, en termes de réchauffement dans les 20 dernières années qui viennent de passer. Donc, l'idée, c'est de comprendre pour anticiper, c'est-à-dire de faire des études de terrain pour anticiper les évolutions du territoire, la ressource fourragère, la biodiversité, la faune et ainsi de suite. Donc, le parc, pour pouvoir, le Canigou Grand Site, a mobilisé
la technicienne Natura 2000. Il s'est positionné sur un appel à projet de réserve naturelle de France qui a été retenu. Et donc, c'est les RN, les réserves naturelles du territoire, le site Natura 2000 et le grand site qui initient cette démarche. Les réserves naturelles amènent leur expertise de connaissance du territoire et notamment le suivi météo qui est fait depuis longtemps. Et pour améliorer ce suivi météo, il y a eu tout un programme et un fonds vert qui a été déposé pour mettre en place des nouvelles stations météo dans 7 réserves naturelles. Hein, et ces stations météo, il y en a à peu près pour 17-18 000 euros par station, sont financées par du fonds vert et cofinancées par les communes à travers leur dotation aménité rurale qui finance ma commune, par exemple. Elle a mis 3 700 euros sur la table pour permettre d'avoir une station météo qui en vaut 18 000, le reste étant financé. Vous voyez, donc je pense que Natura 2000 peut aussi trouver sa place dans des projets en coactivité avec les parcs, avec les grands sites, avec les Seines, enfin, avec toutes les aires protégées possibles. On a intérêt à travailler en interréseau sur ces territoires. Et puis le gros boulot, hein, il a été dit, c'est vraiment d'expliquer, de toujours expliquer, de faire comprendre à quoi sert Natura 2000 sur un territoire. Moi, je le sais sur ma commune parce qu'on parle de milliers d'euros qui ont été amenés en maintien des milieux ouverts, en mobilisation de financement pour un plan de gestion éco-pastorale, par exemple, où Natura 2000 a financé 16 000 euros pour permettre d'aller vers une meilleure utilisation du territoire et un pâturage raisonné en fonction de la ressource, des espèces présentes, des périodes auxquelles on peut aller ou pas. Voilà un petit peu tout ça. Donc, je ne peux que dire pour conclure à tous les participants, continuez de suivre le travail de la mission réseau. Je sais qu'il y a encore de la mission interréseau. Je sais qu'il y a encore beaucoup de questions. Allez sur le site, Aurélie, il est facilement accessible, hein, le site de la mission interréseau qui est hébergé par la Fédération des parcs naturels régionaux. Vous trouverez énormément de retours d'expérience, les belles histoires qui sont composées par la mission interréseau permettent de s'appuyer sur des retours d'expérience qui sont toujours intéressants. Et puis, venez à nos rencontres régionales et venez au congrès à Orléans en juin 2027. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si tu... Merci Jean-Luc. Il y avait juste Stéphane qui avait levé la main. Oui. Oui. Oui, je voulais juste dire, alors ce n'est pas forcément un message à l'attention des élus Natura 2000, mais plutôt à l'attention de la région sur la question de la gestion des contrats et de l'instruction, des délais d'instruction qui découragent les porteurs de projets. Donc là, il y a un gros travail à faire d'encourager les élus et surtout d'apporter des réponses très rapides sur l'instruction de ces dossiers, parce que je pense qu'il y en a qui renoncent à se lancer sur des contrats Natura 2000 et qui engendrent des retards. Je sais que nous, l'AFP, par exemple, on est obligé de souscrire des lignes de trésorerie pour faire le relais entre la perception des fonds, qui peut des fois prendre 6 mois, 1 an, voire plus, 2 à au-delà. 3 ans. Voilà, et même s'engager sur des actions pour lesquelles on n'est même pas sûr pour lesquelles notre dossier serait recevable. Donc c'est ça, il va falloir le fluidifier si on veut vraiment être efficace dans l'avenir. Voilà. Merci C'était juste Stéphane. ça. Oui, après, comme c'est pour la région Nouvelle-Aquitaine, voilà, c'est compliqué. Mais je ne sais pas si Nathalie, tu veux répondre pour l'ensemble des régions sur la gestion et l'instruction des contrats ou sur les délais pour les financements. C'est compliqué de parler pour l'ensemble des régions. C'est sûr que ça dépend en fait du paramétrage des outils en fait qui a été fait ces dernières années. Nous, on a essayé, donc forcément, l'animation, c'était la priorité pour nous dans le paramétrage des outils pour engager et payer au plus vite les structures. Et nous, on a commencé à payer aussi des contrats, donc c'était la deuxième priorité. Donc après, je ne connais pas forcément le timing dans les autres régions sur le paramétrage des dispositifs contrats. Oui, c'est long, mais je pense que chaque région fait de son mieux en fait pour accélérer le traitement et l'instruction et le paiement des dossiers. Après, voilà, je ne connais pas toutes les contraintes des autres régions. En tout cas, chez nous, on avait privilégié de développer d'abord la partie animation et
après la partie contrat. Donc nous, maintenant, on est rodé, on instruit et on paye. Oui, puis après, au final, la décentralisation, elle est quand même assez récente et c'est vrai que les régions, elles ont dû prendre en main les anciens dossiers, prendre en main aussi les outils qu'elles ont pour instruire et je sais qu'elles ont toutes fait en sorte que ça se passe bien et elles font de leur mieux, même si effectivement sur le terrain, il y a aussi du coup des impacts financiers et des retards aussi après pour mettre en place les actions. Voilà. Je vois que les gens partent progressivement. Peut-être, Jean-Luc, tu avais déjà un petit peu conclu, mais en tout cas, oui. Oui, on va pas faire plus long. Je remercie à nouveau tout le monde et puis n'ayez aucun doute, si vous n'avez pas eu toutes les réponses aujourd'hui, vous les trouverez dans les semaines qui viennent. Ça a été dit, hein, rapprochez-vous des gens qui pratiquent déjà depuis quelque temps ou ceux que vous remplacez s'il y a eu après les élections des changements. Mais allez voir dans le site les belles histoires, vous verrez qu'il y a plein de retours d'expérience qui vous, je l'ai là, je sais pas si les gens connaissent, je ne sais pas si on le voit, si je le montre à la caméra, hein, mais dans ces fiches-là, vous avez énormément de retours d'expérience qui peuvent vous éclairer sur ce qui est possible de faire dans vos territoires aussi. Merci à Aurélie et à toute l'équipe qui a travaillé sur ces documents. Juste pour clore, pour vous accompagner les nouveaux élus, la mission Interréseau, on ne l'a pas encore dit ça Aurélie, a travaillé sur un kit de bienvenue qui devrait être disponible dans les semaines qui viennent et qu'on sera en mesure de distribuer dans les différentes rencontres régionales qu'on va faire. Et je ne sais pas comment il est prévu de le mettre à disposition des élus, mais ça, merci au ministère qui a accepté de financer ce kit de bienvenue des élus, des nouveaux élus, notamment en Natura 2000. Un petit mot peut-être juste là-dessus, Aurélie, sur le kit. Oui, il est en cours de fabrication, si je peux dire, et effectivement, il sera ensuite envoyé directement aux conseils régionaux qui sont ensuite en charge de vous les retransmettre, notamment lors des copiles. Voilà. Donc, je pense que pour les copiles, à partir de septembre, ils seront disponibles. Oui. Oui, voilà. Eh ben, suivez tout ça de près et merci encore. Ça conforte notre travail de savoir que vous étiez aussi nombreux connectés aujourd'hui. Et merci à Nathalie, à Mélanie et à Jérémy pour leur contribution plus qu'utile, indispensable. Merci à tous voilà. et puis à bientôt pour les prochains webinaires et les prochains événements aussi en présentiel. Merci beaucoup.